Constaté dans le programme qui initialement était prévu à ce que la manifestation, la cérémonie ait eu lieu hier. Prévu initialement pour hier, ça a été reporté à aujourd'hui et même aujourd'hui, on a dû réajuster les horaires par rapport à la tenue de la réunion du gouvernement. Veuillez accepter encore la parole. Je voudrais avant toute chose présenter les excuses du représentant résident du PNUD qui est en mission à l'extérieur du pays en ce moment. Excellence, Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ici représenté, Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles, Mesdames et Messieurs les ministres présents et représentés, Excellence, Madame la Présidente du Conseil d'administration, Madame la Présidente du Conseil d'administration de la Caisse nationale de péréquation, Monsieur le Directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Messieurs les secrétaires généraux des différents ministères, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs cadres de l'administration, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce matin au nom du programme des Nations Unies pour le développement à l'occasion de la tenue de cette importante rencontre consacrée à la restitution du rapport sur l'état des lieux de la décentralisation en République démocratique du Congo. Permettez-moi de prime abord de vous remercier tous pour votre présence massive, présence qui témoigne de votre engagement pour la décentralisation et de votre disponibilité pour la marche de la République démocratique du Congo vers le développement humain inclusif à tous les niveaux. Je voudrais remercier particulièrement Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, pour la bonne collaboration qui existe entre nos deux institutions et pour son leadership dans le cadre de l'appui au processus de la décentralisation dans la République démocratique du Congo. La tenue de cette réunion de restitution témoigne à juste titre de la volonté du programme des Nations Unies pour le développement de continuer à apporter son appui au processus de décentralisation en RDC. Je voudrais également saluer la franche collaboration qui existe entre le PNUD et les ministères sectoriels liés à la décentralisation, particulièrement le ministère de l'Intérieur avec lequel nous travaillons pour le renforcement et la professionnalisation de la police à tous les niveaux. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, comme vous le savez, cette restitution s'organise quelques semaines après l'investiture du nouveau gouvernement, dont l'une des ambitions est de promouvoir le développement à la base. Et la réforme de la décentralisation est l'une des clés de voûte pour déclencher ce développement. La restitution des recommandations de l'état des lieux permet de relancer le débat autour de cette réforme importante et d'engager les parties prenantes pour une meilleure planification des actions en perspective de sa redynamisation. La rencontre de ce jour, qui permettra aux parties prenantes de la réforme de décentralisation de s'approprier les recommandations de l'état des lieux, mais aussi d'identifier par anticipation les problèmes susceptibles
de constituer des goulots d'étranglement à la redynamisation du processus et d'envisager des solutions idoines qui participent à l'apaisement ainsi qu'à la cohésion nationale. Excellences, Madame et Messieurs distingués invités, les textes constitutionnels et légaux qui régissent la réforme de la décentralisation en République démocratique du Congo confèrent à chaque palier de gouvernance un certain nombre de compétences et prérogatives, lesquelles doivent être exercées pour concourir au développement local, à la promotion de la cohésion et de la paix dans les différentes entités concernées. Le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, qui décline la vision de la réforme, vient de totaliser une dizaine d'années depuis sa validation et le lancement de sa mise en œuvre en 2009. Il est pertinent de faire un état des lieux pour mieux envisager des perspectives plus propices à la gouvernance territoriale en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le Programme des Nations Unies pour le développement a, en appui au ministère chargé de la décentralisation et réforme institutionnelle, accepté de contribuer à financer les missions de collecte de données sur l'état des lieux de la décentralisation. Ces missions, dont les recommandations vous seront présentées ce jour, ont permis d'apprécier les défis, les difficultés rencontrées, ainsi que les bonnes pratiques après 10 ans de mise en œuvre de la décentralisation. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, de vos échanges que je souhaite féconds et stimulants, doivent émerger des recommandations susceptibles d'enrichir le rapport afin d'aider le gouvernement, à travers le ministère en charge de la décentralisation, à redynamiser le processus d'accompagnement des provinces et entités territoriales décentralisées pour s'assumer au regard des compétences à eux dévolues par la Constitution. Ceci permettra aux provinces et aux entités territoriales décentralisées de contribuer à une plus grande prise en compte des aspirations des populations locales et renforcera leur implication dans la gestion de la chose publique. Je ne saurais terminer mon propos sans confirmer à nouveau la volonté du Programme des Nations Unies pour le développement de contribuer à appuyer la République démocratique du Congo dans ses efforts de la promotion de la démocratie à la base et du développement local pour le bien-être des populations du Congo. Sur ce, je souhaite plein succès à vos travaux et je vous en remercie. Merci. Excellence, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Budgets, Excellence, Madame la vice-premier ministre et ministre des Plans, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre délégué à l'Intérieur, aux Affaires coutumières, représentant le ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre, Madame la ministre déléguée aux Affaires sociales, chargée des questions des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, Monsieur le ministre qui prend place, chargé du développement rural, Monsieur le vice-ministre à la Santé, Messieurs les ambassadeurs, j'en ai vu dans la salle, ceux qui représentent le système des Nations Unies ou les coopérations des différents pays, Monsieur le représentant du directeur pays des PNUD, Messieurs les secrétaires généraux à la décentralisation et aux réformes institutionnelles, Mesdames et Messieurs, chers invités, mon mot sera bref.
j'interviens pour vous souhaiter la bienvenue en lieu et place du gouverneur de la ville de Kinshasa qui n'a pas pu être disponible, mais aussi pour vous communiquer le mot des circonstances du ministre que je suis de la décentralisation à cette occasion. Vous êtes donc les bienvenus. Il y a eu des désagréments. La réunion devait avoir lieu hier, ça a été dit. Et aujourd'hui, il y a eu des perturbations à cause des heures de réunion du gouvernement qui ont changé. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la salle à cause de ces perturbations, mais vous êtes venus, et particulièrement mes collègues membres du gouvernement. Je vous suis très, très reconnaissant. Nous avons une réunion du gouvernement à 13h. Il y en a parmi vous qui vont présenter des dossiers, mais ils se sont laissés bousculer leurs agendas pour être ici. C'est le cas de Madame la ministre de la fonction publique également qui vient d'arriver, à qui nous disons bienvenue, ainsi que la présidente du conseil d'administration de la Caisse nationale de péréquation qui préside à cette réunion et le directeur général qui est également dans la salle. Le contexte de cette réunion, c'est que pour la deuxième fois, nous avons organisé, depuis que nous sommes à la tête du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle, des états des lieux, des missions qui ont parcouru le pays. D'abord, c'était les 15 nouvelles provinces, et récemment, et grâce au PNUD que nous tenons à remercier ici, notre mission a parcouru 17 provinces. Et nous avons récolté un échantillon suffisant d'informations pour parler d'état des lieux, de la mise en œuvre de la décentralisation. Vous savez que la décentralisation est cette grande réforme entreprise depuis 2006, à partir de notre constitution passée sous le référendum, et qui a complètement changé le mode de gestion du pays. On vivait la centralisation du pouvoir avec une timide décentralisation connue en 1988 lorsque la province du Kivu a été scindée en 3 provinces. Mais depuis lors, les démos de la centralisation avaient repris surface. Il a fallu attendre donc cette grande réforme qui est dans la Constitution et qui a, du moins selon le texte, véritablement décentralisé la gestion de ce pays. Maintenant, depuis lors, il fallait voir, nous sommes dans le processus de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est pour ça que dans le programme, il est prévu de vous annoncer les étapes futures, mais futures dans les médias, c'est-à-dire dans la semaine prochaine et dans quelques mois. Alors, parmi des éléments qui constituent des acquis, vous avez notamment l'architecture institutionnelle. Pour la première fois, notre Constitution a permis d'avoir des gouverneurs élus avec des gouvernements provinciaux, on dirait un État fédéral pratiquement, mais aussi des parlements. Il y en a eu dans le passé, mais les parlements actuels ont plus de pouvoir. Ils peuvent faire démettre un gouverneur et contrôler la gestion de la province. Ça, c'est parmi les acquis les plus importants, quoi qu'il fasse, le parfaire aussi. Mais en même temps, comment fonctionnent ces provinces? Est-ce que la décentralisation est une réalité ou un slogan? Je veux dire, dans le sens attendu du développement. Fort heureusement, par coïncidence d'ailleurs, le nouveau gouvernement a pour credo le développement du pays à partir de la base. Le Premier ministre l'a annoncé dans son programme devant les députés, disons, lorsqu'il a présenté le programme du gouvernement. C'est le développement à la base, c'est ça la décentralisation. Il n'y a pas d'autre définition plus claire que ça. Récemment donc, on a envoyé une délégation constituée de plusieurs
ministères, les fonctionnaires de plusieurs ministères. D'abord, il y a les 4 ministères réputés des secteurs décentralisés. Il y en a d'autres par la suite, mais aujourd'hui, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est le développement rural et c'est l'enseignement primaire et secondaire. Ce sont ces domaines-là qui sont légalement, avec la couverture des lois séparées, qui organisent ces secteurs comme des secteurs décentralisés. Il y avait des fonctionnaires de ces 4 ministères, mais aussi du budget, du plan, des finances, de la fonction publique, de genre, femmes, famille et enfants, des affaires sociales. Donc, ils ont parcouru le pays et nous ont ramené des éléments que nous allons suivre tout à l'heure sur PowerPoint. Ce sera la présentation qui va suivre la mienne. Et lorsque ils devaient partir, le terme de référence que je leur ai donné, c'est évaluer la décentralisation dans toutes les provinces à partir de 7 points ou 7 axes qui constituent les axes du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. C'est ce mode en sigle. Ce cadre a été mis sur pied, où est le résultat du premier forum de la décentralisation. Le deuxième forum aura lieu au début du mois de décembre. C'est notamment évaluer l'appropriation du processus de décentralisation. Est-ce que les dirigeants des provinces, les dirigeants des ETD, malheureusement qui ne sont pas encore élus, la population elle-même, se sont-ils appropriés le processus de la décentralisation ou la décentralisation est restée comme un slogan? Le deuxième axe, c'est le transfert des compétences et des ressources. Évaluer si réellement le transfert des compétences et des ressources a eu lieu ou a lieu. Les 2 axes d'ailleurs spécifiques de la décentralisation qu'organise la Constitution, c'est le transfert des attributions du pouvoir central au pouvoir. Le pouvoir est organisé à 3 niveaux. Le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les villes, les communes, les chefferies et les secteurs. Alors que la territoriale, donc l'intérieur, c'est les provinces, les territoires, les groupements et les villages. Donc, ils devaient, eux, vérifier si au niveau des provinces et des ETD, il y a eu le transfert des compétences, les attributions que la Constitution reconnaît aux provinces et celles qu'elle reconnaît aux ETD. Mais aussi les ressources, parce que la Constitution organise des ressources propres qui sont générées à partir des actes, notamment la loi qui consacre les taxes et redevances dues aux provinces, prélevées par les provinces et prélevées par les ETD. Le troisième élément, c'est évaluer le renforcement des capacités. On va nous dire dans le rapport si il y a effectivement un renforcement des capacités, parce que surtout dans les nouvelles provinces, on sent un déficit. Mais ça aide de nous dire si ce déficit est comblé. Les gens sont élus, les gens sont nommés dans les gouvernements provinciaux, et même à la fonction publique provinciale d'ailleurs, mais vous sentez que les choses ne décollent pas parce qu'il y a un besoin de renforcement des capacités. 4e axe, le développement des outils de planification et de gestion. C'est ici où nous avons la rencontre avec le ministère des Plans, parce que chaque province doit avoir, si vous voulez, son plan de développement. Il faut des personnes qualifiées pour le concevoir, y compris par ailleurs concevoir des budgets participatifs avec la participation de la société civile. Le 5e élément, c'est l'harmonisation du processus de décentralisation et de concentration. Justement, parce qu'il y a cet enchevêtrement où la décentralisation, c'est les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Ça veut dire des entités qui ont des personnalités juridiques propres par rapport aux entités déconcentrées, les groupements et les villages. Lorsqu'il n'y a pas harmonisation, il y a conflit et ça empêche le pays à aller de l'avant. Nous avons également la coordination entre l'État et les provinces.
nous devons vérifier à travers ceux qui ont parcouru à travers le rapport s'il y a suffisamment de coordination entre l'État et les provinces, parce que par moment, il y a une sorte de décalage. Et enfin, le financement de la décentralisation. Nous avons là des matières comme initialement dans la Constitution on parle de 40%, mais retenus à la source. Ça n'a pas été possible jusque-là. On est passé à la rétrocession, ça veut dire le pouvoir central envoie 40% à partir de la centrale, ce qui est l'inverse. Et nous allons examiner pour voir si ça tient, si ça fonctionne. Voilà plus ou moins le contenu du rapport qui nous sera donné. Nous espérons que en le suivant, vous aurez des questions, parce qu'il faut l'enrichir. Il y a des choses qui peuvent avoir échappé aux missionnaires. Mais globalement, le but ici, c'est de rencontrer le 3D, D comme lettre D. La première lettre D renvoie à la démocratie. Nous sommes à l'ère de la démocratie où les dirigeants des provinces, et nous l'espérons pour les ETD bientôt, sont élus. Donc c'est de la démocratie que nous vivons à partir du niveau national, mais également dans nos provinces. On interpelle, on décide des édits, et on vote des budgets, on sanctionne, il y a des redditions des comptes, et ainsi de suite. C'est un pouvoir qui est remis à la base au niveau des élus et de la population. À part la démocratie vue sous cet angle-là, il y a donc la décentralisation, et c'est les deux, je l'ai déjà expliqué, je n'y reviens pas, qui donnent le développement. Donc le D de démocratie, le D de la décentralisation, transfert des compétences et des ressources, cumulés, nous donne le développement. Et c'est ça le mode de gestion que nous avons, si vous voulez, que nous avons voulu. Il y a la caisse de péréquation maintenant, elle va être fonctionnelle pour la première fois cette année. Elle existe déjà du reste, il y a des dirigeants, elle fonctionne, mais ce sera pour la première fois dans le budget de 2020. Et je salue mon ami, frère, confrère, collègue, vice-premier de budget, je ne le corromps pas, c'est un problème déjà réglé, qui m'a annoncé que les 10% étaient prévus dans le budget de 2020. Je ne le vois pas du tout bouger, j'espère qu'il me suit très bien. Et donc, c'est comme une créance en fait que je suis en train de rappeler, avec les 10%, ce qu'on n'a pas fait pendant les 16 ans, disons, ou 13 ans, depuis 2006, on va le faire. Et c'est un appui majeur qui vient au niveau des provinces et des ETD. Ça va nous aider exactement à accomplir les 3D, les fonctions, la fonction de la démocratie, la fonction de la décentralisation, puis le développement qui en résulte. Je tiens encore à vous remercier, vous tous qui êtes venus, honorer cette occasion. Nous sommes des partenaires au niveau du gouvernement, mais nous sommes également des partenaires au niveau, si vous voulez, des bailleurs de fonds. Nous saluons grandement votre présence et c'est aussi une main d'association lorsque le budget de l'État n'arrive pas à tout régler. Nous avons votre main d'association qui nous vient en appui et ça s'appelle la coopération décentralisée. C'est légal. Donc nous saluons votre présence et nous vous disons merci. Maintenant, sur ces entrefaites, je déclare ouvert la conférence sur la présentation et la restitution de rapports de mission de province sur la mise en œuvre de la décentralisation. Je vous remercie. Et demander au coordonnateur adjoint de la CECAF. Nous avons été mandatés par Son Excellence, Monsieur le ministre d'État et ministre de la fonction publique, de faire l'état des lieux, la décentralisation dans les provinces. Et cette mission a été réalisée
grâce à l'appui du PNUD. Cet état des lieux s'est focalisé principalement sur les axes du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, SESMO, et cela 10 ans après son adoption. Nous sommes arrivés avec une équipe, j'allais dire, pluriministérielle, parce qu'il y avait les experts des différents ministères qui étaient avec nous dans cette équipe. Nous sommes arrivés à produire ce rapport. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté des acquis qui sont à l'actif de notre processus de la mise en œuvre de la décentralisation, notamment l'adoption d'un dispositif légal, la stratégie nationale des transferts des compétences et des ressources aux provinces et ETD, l'organisation des premières assises de la coopération décentralisée, l'adoption de la feuille de route de mise en œuvre de la stratégie nationale des transferts des compétences et des ressources aux provinces et aux ETD. Et cela depuis bien avant, depuis 2013. Alors, pour ce qui concerne les SESMOD, nous allons revenir sur ce mot SESMOD, le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Il a principalement 7 axes stratégiques. Et nous avons essayé dans les provinces de voir, au niveau de chaque axe, quel était l'état des lieux. Rapidement, je rappelle, le premier axe, c'est l'appropriation effective du processus de décentralisation. 2, les transferts des compétences et des ressources suivant une démarche de progressivité. 3, le renforcement des capacités, développement des outils de planification et de gestion, harmonisation des processus de décentralisation et de la déconcentration. 6, la coordination efficace entre l'État central et les provinces. Et enfin, le financement de la décentralisation. Sur les 26 provinces, 17, et les 17 sont les suivantes: Équateur, Bazuélé, Haut-Katanga, Kasaï, Kasaï central, Kinshasa, Congo central, Kwango, Lualaba, Maïndombe, Maniema, Nord Kivu, Sud-Ubangi, Sud Kivu, Tanganyika, Chopo et Chouapa. Mais pour les 9 autres provinces restantes, d'ici la tenue du second forum, les 9 provinces seront aussi visitées pour la même mission. Alors, l'objectif de la mission, nous avions premièrement un objectif général et ensuite des objectifs spécifiques. C'était apprécier l'état de mise en œuvre de ce processus dans notre pays et dégager les pistes d'orientation et finalement faire des recommandations qui seront partagées particulièrement lors des assises nationales qui sont prévues pour le second forum et ainsi élaborer une feuille de route actualisée. Pour ce qui concerne les objectifs spécifiques, nous avions les constats à faire, nous avions la formulation des recommandations, entre autres. Et les résultats attendus, c'était l'état de mise en œuvre de la décentralisation conformément à ces 7 axes du SESMOD, faire les recommandations et dégager ou attribuer les responsabilités. Enfin, comme difficulté, nous avons constaté qu'il y avait un faible financement du processus de décentralisation par le gouvernement central, le personnel insuffisamment formé en décentralisation, manque de logistique adéquat pour appuyer les transferts des compétences, du patrimoine et les activités de l'appropriation du processus de la décentralisation. Alors, comme perspective, nous avons proposé l'organisation d'un forum afin d'avoir une nouvelle feuille de route de mise en œuvre
de la décentralisation. En conclusion, à la lumière de toutes ces informations recueillies sur terrain, il est à conclure que, hormis quelques avancées au niveau du cadre légal, la mise en œuvre de la décentralisation n'est pas encore effective en République démocratique du Congo. Et nous voulons terminer ces mots en remerciant vivement Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la décentralisation, pour sa détermination de booster le processus de mise en œuvre de la décentralisation, d'où l'autorisation de cette mission que nous avons organisée sur l'état des lieux. Nous nous en voudrons aussi si nous ne mentionnons pas le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, pour son soutien, tant technique que financier, dans l'accomplissement de cette mission d'état des lieux, ainsi que dans la tenue de la présente manifestation. Je vous remercie. À l'aspect civisme, on a parlé de la fiscalité, de l'éducation à la fiscalité, quelque chose comme ça pour la population, par rapport au non-paiement des taxes par la population. Je me dis que c'est vraiment un problème, mais je me suis dit, au-delà du paiement des taxes, il y a aussi toute la problématique de l'éducation civique. Et je ne suis pas en train de voir où est-ce qu'on va parler de cette question par rapport à la décentralisation, si ce n'est pas dans le cadre du renforcement des capacités. Et par rapport à ça, je me dis, c'est mieux d'impliquer le ministère qui sont directement liés à certaines catégories de population, telles que le ministère du genre, le ministère de jeunesse et nouvelle citoyenneté, le ministère qui s'occupe aussi des catégories vulnérables et des personnes handicapées. Parce que ce sont ces populations-là qui sont appelées à payer les taxes et qui doivent comprendre pourquoi, dans le cadre de la décentralisation, ils ont des devoirs et des droits. Merci. Pour que la décentralisation réussisse, il faut chasser la pauvreté. La pauvreté, c'est l'agriculture qui doit être dans tout ce qu'on fait là-bas, présenter son programme, être à toutes les réunions de décentralisation. Parce que c'est nous qui allons encadrer les premiers, qu'on le veuille ou pas, les paysans pour relever les niveaux de tout. Mais nous constatons toujours qu'on nous met dans des structures telles que nous arrivons que les derniers, au lieu d'être les premiers. Donc nous demandons qu'on nous mette les premiers partout, parce que le Congo est à 80% paysan. Il faut qu'on tienne compte, notre pays est à 80% rural. Donc il faut qu'on nous mette là où nous pouvons apporter les réalités elles-mêmes, parce que c'est nous qui devons apporter la richesse et la note. On donne plus de l'argent en cultivation, oui, mais les gens attendent, je pense que les gens qui sont dans le monde rural ou dans les entités décentralisées attendent plus qu'on les accompagne dans les développements, dans les entités. Ça va leur permettre de s'approprier de la décentralisation. Mais on ne doit pas, parfois souvent on reste dans les slogans et tout, mais dans le financement, tel que le financement de la décentralisation, combien aujourd'hui on va faire un budget de 10 milliards 80% vivent dans le monde rural, mais combien de budget, quel est le pourcentage de budget qui doit être alloué au monde rural? C'est en fonction de ça, je pense que la décentralisation pourrait être effective. Mais si chaque fois c'est 2% qui va dans le monde rural et 80% pour les villes, je pense que je ne vois pas comment on pourra arriver à faire la décentralisation. Je pense qu'il faut plutôt qu'on mette l'accent sur le développement qui pourra permettre que les gens se sentent qu'ils sont développés et ils vont s'approprier de tout ce qu'on leur a donné comme permission pour le réaliser. Je ne sais pas s'il y a eu la commission mixte où le ministère de l'Intérieur était associé dans ce travail de descente. Deuxième préoccupation, je voulais clarifier, ce n'est pas que le ministère de l'Intérieur a été élagué, mais c'est par rapport à la nomenclature de l'époque. Quand il y a eu ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, c'est à ce moment qu'il y a eu cette loi. Mais comme il y a une évolution, je pense que c'est important qu'au niveau du bureau,
peut même avoir même les rapporteurs adjoints au niveau du bureau. Mais j'ai encore plus de préoccupation. On a fait la décentralisation. Il y a quand même certaines avancées. Nous avons la gestion du pays à des niveaux. Est-ce que les résultats des provinces qui ont maintenant les pouvoirs, est-ce que le travail est bien fait? Quel est le résultat qu'on peut aujourd'hui partir de cette décentralisation? Les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, vous avez fait l'évaluation. Est-ce que ça promet ou il faut beaucoup d'efforts encore pour qu'on puisse effectivement parler de cette décentralisation? Aujourd'hui, lorsqu'on se rend compte et lorsqu'on regarde la cartographie sanitaire de notre pays et les difficultés que nous avons avec toutes ces épidémies, je vois que la santé doit être aussi dans cette commission. C'est très important. Parce que pour une population qui est malade ne peut pas construire son pays. Donc c'est important que nous puissions être là. Merci. J'avais une petite préoccupation par rapport au travail restitué. Je remercie l'équipe qui a travaillé sur cet état des lieux. Cependant, je reste dans ma soif s'agissant du chiffrage de toutes les actions à mener. Je ne sais pas s'il y aura un autre cadre avec les experts pour pouvoir chiffrer toutes ces actions, parce que ça demande quand même un budget, ou bien c'est à chaque partie prenante ou chaque intervenant de pouvoir mettre à la disposition de l'équipe de la décentralisation les experts pour le chiffrage des activités. Merci. C'est de vous approcher et vos services spécialisés pour justement faire le travail complet. Parce que si ce plan national de développement est produit sans les inputs au regard ou sous le regard de la décentralisation, ça va laisser effectivement quelque chose un manque très important. Je sais que certaines provinces, où les provinces ont envoyé leur plan, mais il faut une relecture d'ensemble pour voir si c'est des plans conçus comme dans le temps ou c'est des plans conçus au regard des lois sur la décentralisation. Alors vous avez évoqué la question de renforcement des capacités, donc les guichets uniques aussi, nous allons nous en servir, c'est un problème très important. Seulement voilà, il faut que ceux qui sont dans ces guichets uniques soient aussi formés dans le domaine particulier de la décentralisation. Parce qu'il y a des matières tout à fait nouvelles et qui nécessitent des spécialisations. Et donc il faut ouvrir, leur permettre d'apprendre, d'être formés. C'est la formation des formateurs en quelque sorte. Voilà, une formation spécifique. Mais nous prenons bon note de cette offre et nous savons qu'il y a un déficit justement. Ce n'est pas seulement à l'égard de votre ministère, c'est à l'égard de la fonction publique, à l'égard des autres ministères. Je ne vous en voudrais pas, j'ai approché vos prédécesseurs, mais qui n'ont jamais eu assez de temps. Moi j'ai le bon rôle parce que je suis resté là où j'étais, donc vous ne saurez pas me contredire. Mais vos prédécesseurs, je les avais approchés pour plus de coopération. Malheureusement, ils étaient trop pris aussi. J'espère que vous êtes plus disponibles, comme vous l'avez annoncé. Et nous prenons bonne note de cette offre. C'est du reste pour ça que vous êtes là. Le fait que le plan est là, le budget est là, les finances et voyages aujourd'hui, c'est excusé. La fonction publique est là. Les affaires sociales au regard des personnes vivant avec handicap, l'agriculture, le développement rural, la santé, l'intérieur, naturellement, nous sommes comme des cousins, nous sommes comme votre neveu. C'est un peu ça le ministère. L'enseignement primaire et secondaire que je n'ai pas pu joindre. La femme et famille s'est excusée parce que la ministre d'État avait une réunion, la journée internationale de la jeune fille, et devait ouvrir les travaux aujourd'hui à 10h.
c'est exactement compte tenu de votre spécificité chacun par rapport à la décentralisation. Donc soyez rassurés avec cet esprit d'ouverture que vous avez manifesté en venant à la réunion, que nous allons vous approcher régulièrement pour des mises à niveau et des programmes communs. C'est aussi ça la solidarité gouvernementale. Il y a des lois pour revenir à l'agriculture, au développement rural, même à la santé. Il y a des lois spécifiques. Il y a une loi sur la décentralisation de l'agriculture, la décentralisation du développement rural, la décentralisation de la santé et la décentralisation de l'enseignement primaire et secondaire. Mais ces lois n'ont pas encore connu des mesures d'application. Mais vos experts, les experts de vos ministères, ont participé à l'élaboration de ces lois. Nous allons ensemble mettre des équipes pour travailler sur les mesures d'application et avoir des réunions régulières. Il en va de même de la fonction publique, parce qu'il y a la fonction publique provinciale. C'est un domaine aussi où nous devons travailler ensemble. La première mission dont j'ai fait allusion tantôt avait fait cas beaucoup de l'administration, le fait qu'il y ait des fonctionnaires, surtout dans la nouvelle province, qui sont à des niveaux très faibles. Parce que lorsqu'on a créé les nouvelles provinces avec les découpages, beaucoup de provinces, les anciens chefs-lieux, ont renvoyé en province, en nouvelle province, des originaires de tels districts qui est devenu province. Et ce n'était pas forcément des gens compétents. Donc on doit travailler ensemble sur cet élément-là, autant pour les personnes vivant avec handicap, certainement. Alors, le délégué du ministère de l'Intérieur a parlé de la conférence des gouverneurs. Et effectivement, cette loi a été prise lorsque le ministère était intérieur et décentralisation. Et donc, le ministre de la décentralisation n'est pas mentionné. Mais il y a des propositions pour qu'il fasse partie du bureau comme deuxième rapporteur, disons, comme rapporteur adjoint. Parce que le ministre de l'Intérieur est rapporteur, le président étant le président de la République étant le président de la conférence et le Premier ministre étant son vice-président. Alors, maintenant, sur la question chiffrée, je pense que c'est une remarque très importante. Ce rapport est bon, mais il devrait conduire à une budgétisation. C'est quelque chose de très important. Mais dans les budgets, néanmoins, que nous avons préparés du ministère, on a tenu compte de la plupart de ces activités. Lorsque vous voyez les composantes du ministère, la décentralisation, la CETAD, qui est la structure qui renforce, disons, qui aide à la décentralisation techniquement. Il y a des actions détaillées qui renvoient à certaines matières. Mais j'en conviens, il faut budgétiser globalement cette activité. Pour le civisme fiscal, vous avez raison. On doit impliquer tous ces ministères. C'est en fait le plus grand constat, c'est que les provinces et les entités territoriales décentralisées n'ont pas encore réussi, c'est une réponse également à votre question, à savoir collecter les taxes. Ils préfèrent attendre la rétrocession de Kinshasa, qui est parfois irrégulière, parfois, c'est jamais 40% d'ailleurs. Alors qu'ils ont le pouvoir, avec des textes à l'appui, de collecter, vous vous rendez compte, si toutes les maisons en province devaient payer la taxe, toutes les maisons, il y aurait beaucoup d'argent pour développer le contrôle. Donc, on est dans un processus, lorsqu'on analyse en termes de développement les étapes franchies, on est encore très loin. Parce qu'on est encore dans le sous-développement comme du temps de la centralisation du pouvoir. Maintenant, c'est ensemble, comme équipe, que nous allons travailler ensemble. Le plan nous fournissant la boussole et les secteurs que j'ai cités, chacun contribuant, mais avec cette tentation que les ministres au niveau national
lorsqu'on parle de transfert des compétences, des attributions, préfère garder les compétences, c'est le revers de la médaille, au lieu de les céder, comme les lois le disent, aux provinces et aux ETD. Donc, à un moment donné, il faut intégrer cette réalité, comprendre qu'il y a des attributions que la Constitution vous a dépouillées et accepter de les céder effectivement aux provinces et les provinces les céder aux ETD. Je pense qu'on fera des missions ensemble, même dans les provinces. Et ceci m'amène justement à la conclusion. Le secrétaire général qui va rester à conclure après le débat qui va avoir lieu avec les autres participants. Parce que nous ne sommes pas venus dialoguer entre membres du gouvernement seulement. On va vous laisser le soin d'intervenir nous allons le retirer. Parce que je vais donner des aspects qui suivent. À partir de lundi, commence à l'aide des PNUD d'accord, des pools de séminaires. Parce que le constat, c'est que tous ces députés nationaux sont nouveaux. Les ministres provinciaux sont nouveaux. Les gouverneurs sont nouveaux. Pour la plupart, 90-89%. Alors, ils ont besoin d'apprendre. Et nous organisons des séminaires par pool. Le lundi 14, je serai moi-même à Kisangani et une équipe des experts et des ministères pour parler, si vous voulez, pour former le gouverneur de province et leur gouvernement provincial. Mais là, c'est dans le cadre de l'ancienne province orientale. Nous serons là avec les 4 provinces, ainsi que les députés provinciaux et les bureaux des assemblées provinciales. Une semaine après, ce sera à Goma et à Bukavu, simultanément, ce sera le même séminaire. Puis après, on va aller par poule également. Au niveau de Chikapa, il y aura 2 provinces. Au niveau du Katanga, les 4 anciennes provinces. Du côté de Bandundu, ancien Bandundu, Kinshasa même, et l'Équateur. Et on va finir par faire la couverture. On fait 8 poules d'ici début décembre. Et début de l'année, on fait les autres provinces qui restent. C'est très important. Et tout ce que vous avez dit, on va intégrer ça. Et début décembre, nous aurons une très très grande activité à laquelle nous allons vous convier, le bailleur de fonds, mais aussi les ministères partenaires. Ce sera le 2e forum national sur la décentralisation qui justement va évaluer l'ensemble des questions. Depuis qu'on a tous ces textes, la Constitution et les autres lois, est-ce que le pays a avancé? Est-ce qu'il faut garder, je me permets de le dire, l'élection des gouverneurs avec tout ce qu'on connaît comme corruption de députés provinciaux? Est-ce que la solution c'est d'annuler, revenir au système de nommer les gouverneurs ou plutôt d'améliorer, peut-être trouver le sénateur qui, lorsqu'un gouverneur est menacé par les assemblées provinciales parce qu'il ne leur a pas donné de l'argent, parce que c'est souvent ce qui arrive, peut-être il y a une seconde lecture au niveau du Sénat qui est aussi l'émanation des assemblées provinciales. Donc on va réfléchir pourquoi on n'avance pas. Et l'une des réponses pour répondre à une des questions qui étaient posées, c'est aussi la quête de péréquation. Au niveau des provinces, au niveau des ETD, le ministre de Mme Rural a posé la question, cette caisse qui va gérer 10% du budget national va répartir cet argent, disons, sur base de projets d'investissement aux provinces et aux ETD, mais de façon renversée. Ceux qui font beaucoup plus de recettes seront le moins servis par la caisse. Donc c'est un peu une situation inverse pour que nous soyons sûrs que l'agriculture, le développement rural, l'eau, l'électricité, les routes et les dessertes agricoles, comment dirais-je, la santé, l'enseignement primaire et secondaire, et d'autres secteurs qui vont venir, parce qu'il n'y a pas que le 4, ils vont être, bientôt ça sera les affaires foncières, et ainsi de suite, reçoivent chacun, selon les projets de développement ou les programmes de développement, des montants qui leur permettent de faire face à la pauvreté et de combattre la pauvreté. Justement, si l'agriculture réussit,
tout le monde va manger, ça serait un problème de mots. Mais pour ça, il faut des plans de chaque province, même de chaque ETD, qui sont intégrés dans le plan national. Et c'est ce qui fait que nous sommes partis du gouvernement national. Donc voilà les étapes qui vont suivre. On est vraiment parti à partir d'aujourd'hui. Lundi, c'est ce séminaire. Tous les 6 jours après, ou les 7 jours après, il y aura ce séminaire jusqu'au niveau du mois de décembre, lorsque nous aurons le deuxième forum national. Merci beaucoup.